Après avoir fait connaissance sur les hauts du Val d'Airain, à la Dixence, puis dans les vignes sédunoises, et aussi avec la carrière de pilote automobile de Jean-Claude Rudat, partons pour un mini-voyage sur la route qui, de Bramois à Vey, permet d'apprécier une voiture dont notre invité est fier à juste titre, une René Bonnet. Puis nous irons à Sion, chez lui, pour évoquer 50 ans de carrière de pilote d'aviation. Plus de 25 000 heures de vol. Nous découvrirons tous les avions qu'il a pilotés sur tous les continents. Mais tout de suite, une voiture. Non, un bijou. C'est la voiture qui a eu beaucoup de succès en France au point de vue technique, moins au point de vue commercial. C'est la première voiture au monde avec un moteur central. C'est-à-dire que le moteur est au centre, la boîte à vitesse est à l'arrière. Ensuite, René Bonnet, qui était un ancien coureur, qui avait créé cette voiture, il a été associé longtemps avec Deutsch, c'est pour ça qu'on disait la DB, la Deutsch Bonnet, oui. Et il courait principalement aux 24 heures du Mans pour l'indice de performance, c'est-à-dire le plus longtemps, le plus loin possible avec le minimum de puissance et de carburant. Petite parenthèse, René Bonnet avait remarqué Jean-Claude pour qu'il devienne pilote. C'est-à-dire qu'à l'époque, je courais, donc je faisais beaucoup de courses de côte avec une Formule 1, aussi quelques circuits en Formule 1, et je gagnais très souvent. Et il s'est dit, tiens, c'est peut-être bien que j'aille un gars comme lui dans mon écurie pour essayer de faire quelque chose. Alors j'ai couru pour lui en Formule 2, j'ai fait quelques courses de circuit, j'en ai fait quelques courses de montagne aussi. Et un jour, il m'a téléphoné en disant, tu vois, s'il ne m'appelait pas Ruda, il m'appelait Rudga. Hein, parce que donc, mon caractère valaisan avait déjà fait ses preuves. Hein. Et alors, il me dit, voilà, j'ai une voiture pour toi aux 24 heures du Mans, tu seras équipier avec Pierre Monneret, ancien champion du monde motocycliste. Hein. Je dis, ben, on fait comment alors pour cette voiture? Il dit, ben, on se retrouve le jeudi au Mans. Et la voiture, elle arrivera en camion, tu la verras là, et puis vous ferez les essais, puis après vous ferez la course. Et la course partait le lendemain, et puis, la course, elle partait le lendemain. Donc, j'ai jamais vu Pierre Monneret de ma vie avant. Oui. On s'est arrivé là, salut, c'est toi Pierre, ouais, moi c'est Jean-Claude. Bon, ben voilà, comme il était plus senior que moi, c'est lui qui a fait le départ. Et puis on est parti avec une voiture. Alors c'est une voiture qui ressemblait à celle-ci, avec 1000 cm3 seulement. On faisait 230 en vitesse de pointe sur la ligne droite. Hein. Et lorsqu'on se faisait dépasser par les grosses voitures qui nous dépassaient à près de 100 km/h plus vite, certaines, hein, on devait se cramponner au volant vraiment pour rester sur la route. Hein. Dans la nuit, malheureusement, le moteur a cassé. Et là aussi, c'est des philosophies complètement différentes que ce qu'on peut imaginer maintenant. J'ai commencé à entendre un bruit. Il me semblait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je me suis arrêté. Et M. Gordini, j'ai quand même eu la chance de rencontrer Amédée Gordini. Hein, et je lui dis, écoutez, il me semble que j'entends un petit bruit quelque part. Il me dit, bon, pour améliorer, il faut savoir ce qui se passe. Donc, vous repartez, on va voir ce qui se passe. Et effectivement, 15 ou 20 tours plus tard, le moteur a explosé. Eh ben, ils ont vu que c'était un pied de bielle qui avait cassé. Et je pense qu'après, ils ont modifié les autres voitures. Et cette voiture ici, elle a été 27 ans ici dans une vallée. C'est incroyable. Il y a eu 198 voitures de construites. Pas plus. Au total, non, de ce type-là. D'accord. Et il en reste environ 90 dans le monde. Et un jour, une dame passe chez moi, puis elle me dit « Ah, moi, je sais où il y a une voiture comme ça. » Alors bon, j'ai un petit sourire, je dis « Oui, puis elle est où ?» Elle me dit « Oh, elle est à Vey, enfin à Eusagne, à Vey. » Pas très loin. Et c'est mon village d'origine. Hein. Oui. Je me dis « Enfin, c'est de la plaisanterie. Hein. » Alors, elle me dit, viens, on va la voir. Alors, on est monté, c'était son beau-frère. Elle appartenait à Jean-Luc Lipavsky, un ancien footballeur, ici, bien connu. Et je lui dis, est-ce que tu veux vendre cette voiture? J'ai vu que c'était ça. Et il me dit, non, non, je ne la vends pas, je vais la refaire pour mon fils. Je lui dis, si jamais tu la revends, tu sauras que je suis le seul Suisse à avoir couru pour l'usine René Bonnet. Alors, ne la vends pas à l'étranger avant de m'en parler. Si je peux, je suis preneur, si mes moyens me le permettent, et ainsi de suite. Alors, le premier Noël est arrivé, la famille a dit « Alors Jean-Luc, t'as fini ta voiture ?» Non, non, j'ai pas encore commencé. Le Noël suivant, il est arrivé, toute la famille est réunie. T'as fini ta René Bonnet? Non. Après 5 ans où ils lui ont cassé les pieds à chaque réunion de famille, il a dit, écoutez, maintenant vous arrêtez de me casser les pieds, vous téléphonez à Jean-Claude, il peut venir chercher cette bagnole. Et c'est comme ça que cette voiture, elle est restée en Suisse, elle était en mauvais état, je l'ai entièrement démontée, envoyé la carrosserie en France, chez des anciens de René Bonnet qui l'ont complètement faite, parce que c'est du polyester, hein. La voiture fait 600 kilos au total. Et puis je
je l'ai refaite entièrement. Et c'est une voiture qui est pour moi un souvenir, parce qu'avec le même type de voiture, j'ai fait le Tour de France automobile aussi. On a aussi cassé, en général avec les René Bonnet, on cassait toujours. Hein. Oui. Vous voyez, Voilà. là, il est là, et la boîte à vitesse est derrière. Et toute la mécanique de cette voiture, c'est la mécanique Renault, principalement de R8 de l'époque. Quelle puissance? Alors, le moteur, c'est un 1300, hein. Donc il doit faire dans les 85 chevaux pour 600 kilos, ça marche pas mal. Hein. Oui. Alors, vous voyez, c'est une boîte à vitesse d'estafette. Ah oui. Elle est à l'envers, mais avec des pignons différents. Alors, vous voyez aussi une grande modification entre René Bonnet et Matra. C'est quand ils ont fait l'arrière, ici, le haillon, Oui. hein, ils n'avaient pas pensé que si jamais il s'ouvrait, il y aurait une surprise. Hein. Et il y a eu quelques surprises. Alors, effectivement, il s'est décroché, le haillon s'est ouvert et puis il a disparu. Et ensuite, alors Matra, eux, ils ont fait les charnières ici, devant. D'accord. Ce qui fait que même s'ils se décrochaient à l'arrière, ils ne pouvaient pas partir. Ah d'accord. Alors voilà, c'est une des modifications de cette voiture. Eh bien, Alors, voilà. il n'y a plus qu'à l'essayer. Eh bien, allons-y. D'accord. Allons-y. Mais en René Bonnet, 1964. J'ai chauffé un petit peu. Voilà ce que c'était une voiture de sport en 1964. Française, hein. Après, les modèles Matra ont été quand même améliorés, c'était plus confortable.
Merci pour ce voyage sur les routesérinsardes. Et maintenant, zoom sur une autre vie. Une carrière de 50 ans de pilote et commandant d'aviation. Une belle vitrine pour évoquer des souvenirs. C'est ce que nous allons faire maintenant, Jean-Claude Ruda. C'est vous qui avez trouvé toutes ces maquettes d'avions? Oui, je les ai cherchées un peu partout, téléphoné aux copains, à tous les gens, regardé dans les articles, dans les magazines. Et puis petit à petit, je les ai eues. Ensuite, je les ai peintes aux couleurs pour des compagnies pour lesquelles j'ai volé. Voilà, ils sont tous là, c'est le souvenir total. Pratiquement tout est là, oui. De la belle carrière d'aviateur de Jean-Claude Ruda. Voilà, à peu près 50 ans d'aviation, c'est dans cette vitrine. Qui rappelle en même temps pas mal d'histoires. Oui, beaucoup d'espoir, beaucoup de tristesse parfois aussi, et un énorme plaisir d'être en l'air, hein, parce que j'ai quand même fait plus de 25 000 heures de vol, 18 300 vols, ça reste quelque chose quand même, sans que ça me travaille, mais ça me fait plaisir. Mais on va les évoquer maintenant, avion par avion, et puis vie par vie en quelque sorte. Alors ça, c'est le Piper Cup sur lequel j'ai fait ma licence avec Hermann Geiger. Alors ça, c'est le premier emploi que j'ai eu comme pilote dans une compagnie belge établie au Congo en 1967, et c'est un Piper Apache. Alors ça, c'est un Beech Baron, c'est le premier avion que j'ai eu après avoir été engagé chez Air Congo, et là, j'étais vraiment un pilote de brousse. Hein. Voilà, ça, c'est le DC-4 d'Air Congo Air Zaïre, et c'est mon premier avion de ligne sur lequel j'ai commencé comme copilote. J'ai été commandant quelques vols. Alors ça, c'est le Fokker 27, sur lequel j'ai été commandant chez Air Congo aussi. Après, je suis devenu chef pilote chez eux, et j'ai terminé ma carrière chez eux sur cet avion. Derrière, c'est un Pilatus Porter d'Air Glacier. Aussi, quand je volais pour eux, je ne faisais pas de glacier, mais je faisais beaucoup de transport et de personnes et de largage de parachutistes. Et surtout, on a fait avec cet avion la lutte anti-grêle depuis le canton de Vaud. Un travail très spécial et pas du tout agréable. Alors le premier avion, c'est un Cessna 421. C'est mon retour d'Afrique où j'ai été engagé chez Air Glacier. Et avec cet avion, c'est l'avion avec lequel on a fait le film Force Hagan en Mauritanie. Juste pour raconter une petite anecdote, un jour on était là, on couchait donc à Chinguetti, c'était au milieu de la Mauritanie, sur une piste en latérite. Et puis le chef du village
vient nous voir et nous dit écoutez, mon fils est très malade, est-ce que vous pourriez l'amener à Nouakchott parce que si on va par la route, il faut 12 heures, il ne va pas y arriver. Alors la production a dit ouais, c'est bon, on pouvait y aller. Alors, on l'a amené, malheureusement, il est mort 2 ou 3 jours plus tard. Et là, de nouveau, ils sont revenus en disant bon, écoute, malgré votre aide, mon fils est mort, mais on a un problème pour l'enterrement. Donc il y a certains rites, un certain nombre d'heures, il faut faire, et on ne va jamais pouvoir l'enterrer ici. Il est né ici, ce serait bien. Et j'ai demandé à la production, j'ai dit écoutez, moi je vais le chercher. Seulement voilà, on ne peut pas transporter quelqu'un qui est mort comme ça, normalement, sans cercueil, sans... Ah non? Mais enfin, il y a des pays où on peut encore s'arranger. Alors, finalement, il n'était pas tout à fait mort, il était très malade. Oui, officiellement. Et voilà, il était très malade officiellement. Ils l'ont amené à l'aéroport, on l'a couché derrière, par terre, comme ça, avec sa maman. Et puis on est arrivé le soir, et le soir a eu lieu l'ensevelissement. Et le père m'a invité en me disant voilà, viens, je vais te montrer où on a enterré mon fils. En fait, il n'y avait rien, il n'y avait qu'un caillou par terre. Il m'a dit voilà, mon fils est là. Et le soir, il a offert un repas à tout le monde en remerciement de lui avoir ramené son fils qui a pu être enterré sur ses terres natales. Il y avait des vols pendant Force Sagan, les acteurs, je ne sais pas moi, Depardieu, oui, alors tous les jours, Noiret, tous les jours, je devais amener d'abord ce qu'ils appelaient le film qui avait été tiré la veille, qui était envoyé à Paris pour être examiné, parce qu'on ne pouvait pas faire ça sur place, éventuellement s'il fallait refaire des séquences. En même temps, on amenait toute la nourriture, et puis les acteurs qui arrivaient et qui partaient. Alors c'était toujours très intéressant de voir ces caractères différents des gens, et puis voilà, j'ai passé quelques week-ends avec Depardieu au Sénégal, et ça c'est des choses qu'on n'oublie jamais. Oui, parce qu'il avait envie d'aller se promener, lui aussi. Oui, lui, il fallait qu'il change d'air. C'est quelqu'un qui a une certaine puissance et tout, il faut qu'il change d'air, c'est un super acteur, quelqu'un de parole, quelqu'un que j'ai beaucoup admiré parce qu'il est de parole, et c'était une excellente expérience. Puis après, quand je suis rentré de Mauritanie, eh bien, des gens sont venus voir Bruno Bagnou pour lui dire oh là, on a racheté une compagnie à B qui s'appelle Air Transport Alpin, et on a acheté un CL-44 en Angleterre, et on a voulu l'immatriculer en Suisse, mais l'Office fédéral de l'air dit qu'il n'en est pas question, il faut quand même des spécialistes, des gens, est-ce que tu voudrais t'occuper de ça? Et parce que Bruno Bagnou a dit moi, ce n'est pas dans mes activités. Alors on a créé Transvalère, et j'ai été engagé là en fait comme chef d'opération. Et on a commencé, on a fait des cours, j'ai recruté les pilotes et tout, je ne me suis pas occupé du reste. On a fait nos cours, on a passé les examens, on a revenu avec l'avion, immatriculé suisse, qualifié, on a posé action et on a dit là, ces personnes qui étaient là, alors où est-ce qu'on va demain? On est là, on dit ah mais vous allez nulle part, on n'a pas de contrat avec personne. Je dis mais enfin comment vous devez vous occuper de ça? Oui mais la personne qui s'occupait de ça c'était un Français, il est parti, on n'a plus de nouvelles. Alors ils m'ont demandé si je voulais prendre la direction de la compagnie, et puis là on a commencé tout de suite à faire, on a acheté des camions, on a construit un hangar, et on a acheté un deuxième avion plus tard, on a été à Sion une 60aine de personnes, et on a fait, je pense, la fierté de l'aéroport de Sion pendant plusieurs années. Et ensuite, les gros avions sont arrivés, les DC-10, le CIL 747, et puis ils ont commencé à nous prendre tout le cargo. On avait un vol régulier par semaine sur Buenos Aires, depuis Bâle, et ils ont offert pour... nous, on prenait 25 tonnes dans un 747, c'est moins que les soutes. Oui. Donc ils ont dumpé les prix, on n'a pas pu régater. Et puis comme j'ai vu qu'on commençait à baisser, j'ai vendu un premier avion. On dit on va essayer avec un. Comme j'ai vu que ça n'allait pas mieux avec un, j'ai décidé d'arrêter la compagnie. Et ainsi, pendant que la compagnie, on a continué à tourner. Les gens ont pu partir quand ils voulaient. Et finalement, on a fermé Transvalère en 1980 sans laisser un centime de dette, sans rien du tout, et des souvenirs mémorables. Et c'est à la suite de ça que j'ai écrit le livre pour dire un peu merci à tous ces gens qui avaient fait. Le titre, c'était les routiers du ciel. Alors, ça donne un peu une idée d'où on a été, de ce qu'on a fait, c'est un petit souvenir. C'était le premier livre publié aux éditions Fabre. J'allais dire la boucle est bouclée, pourtant on a encore d'autres rendez-vous, Jean-Claude, mais la boucle est bouclée en ce sens qu'avec Transvalère,
vous avez transporté des voitures de course automobile que vous avez conduites auparavant. Et ça, c'est aussi une anecdote intéressante. Oui, bon, quand j'ai arrêté les courses de voiture, par obligation, puis j'avais cassé la voiture, j'avais plus un sou, et puis donc j'ai recommencé une nouvelle carrière. J'ai toujours eu quand même un petit regret en me disant, je ne me suis pas dit, Jean-Claude, tu étais le meilleur, tu aurais pu être champion du monde, pas du tout. Mais je me suis dit, j'aurais quand même pu réussir. Et ça m'a pas trop travaillé, mais ça restait au fond de ma mémoire quand même comme quelque chose que je n'avais pas réussi. Et c'était un poids. Et pendant Transvalère, effectivement, on nous a demandé de transporter les voitures pour le Grand Prix des États-Unis Beach en Californie. On était 2 avions, donc moi je vais en piloter un. Et on a été jusque là-bas, à l'ouest des États-Unis, on a déchargé. Et puis je me suis dit, bon, je vais quand même aller voir la course. Et j'ai été voir la course comme un simple Pékin. Je me suis assis j'ai regardé cette course et puis ça m'a soulagé. Et ça a été en fait, c'est ce jour-là où j'ai vraiment tourné la page des courses de voitures en disant, bon, de toute façon, je ne serais pas arrivé jusque-là pour plusieurs raisons. Mais voilà, ça s'est terminé là, et pour moi, ça a été un soulagement. Ensuite, j'ai quitté pour aller voler dans une compagnie privée, justement, qui avait ce Beech 300, et puis on est resté une année et demie là-dessus. Ensuite, ils ont acheté le Beech 400, et ça m'a permis de faire mon premier jet. Et puis on a volé là, un peu dans toute l'Europe, c'était très agréable, des gens très sympathiques avec qui j'avais un excellent contact, c'était des gens que je connaissais d'avant, du temps de Transvalère, donc c'était vraiment bien. Et puis un jour, notre ancien directeur technique de Transvalère, qui avait monté TEA, me téléphone en disant « Je cherche un commandant, est-ce que vous êtes intéressé pour venir sur un 737 ?» J'ai dit « Ouais, pas de problème. » Alors j'ai fait les cours, j'ai eu de la peine au départ, parce que c'était quand même une autre machine, d'autres procédures. Et puis pour en finir, bon, j'ai passé comme tout le monde, et après je me suis bien amélioré. Je suis resté quelques années avec eux. C'est un travail intéressant parce que c'était varié, les destinations étaient différentes. On allait en Afrique, on allait beaucoup, c'était des vols vacances. Hein. Donc c'était agréable, on voyageait avec des passagers qui étaient heureux de se déplacer parce qu'ils allaient en vacances. Bien sûr, c'était les vacances. Voilà, c'était pas... Et puis ça a été, mais malheureusement on partait de plus en plus souvent de Zurich. Et puis malgré toute l'estime que j'ai pour les Suisses allemands, ils parlent une langue bizarre. Et puis on ne s'entend pas toujours, ils vont au bistrot, chacun paye son verre. Donc ce n'est pas des choses auxquelles j'étais habitué, qui fait que j'ai commencé à chercher ailleurs. Et puis on m'a proposé justement d'aller chez Asiana Airlines à Séoul, en Corée du Sud, sur un Boeing 737. Ils m'ont invité à venir faire un examen médical et puis test technique et puis un vol au simulateur. Ils ont décidé de m'engager et puis ça a été le meilleur choix de ma carrière, disons. J'ai commencé là-bas comme commandant dans un pays que j'ai beaucoup aimé, avec des gens très sympathiques et qui ont je dirais, des qualités un peu équivalentes aux nôtres, ça veut dire respect de la famille, le travail, l'honnêteté. Et après quelques mois, je suis devenu instructeur sur cet avion, ensuite examinateur. Toujours plus loin. Toujours plus loin. Après, on m'a demandé si je voulais être le pilote technique, c'est-à-dire que je vais m'occuper de pas mal de choses techniques, de créer de nouveaux projets. Je suis à décoration du président parce que j'avais fait du bon travail. Et un jour, on m'a dit voilà, que j'allais passer sur 747. Et on m'a fait l'entraînement, je suis devenu commandant 747. Ce sont les belles années de ma vie professionnelle. Pas seulement 747, mais la vie, j'ai appris beaucoup de choses là-bas. J'ai appris que d'abord le respect des gens, de l'âge, la manière de s'exprimer, ce que je n'ai pas toujours encore réussi à bien mettre en pratique. Et puis, on sentait qu'on était aimé et j'ai jamais eu un problème. Je suis resté 7 ans en Corée, j'ai pas eu un souci avec qui que ce soit, un problème, rien du tout. C'était vraiment bien. Puis un jour, je reçois un téléphone de quelqu'un qui me dit écoutez, j'ai parlé avec votre ami qui était votre ancien patron sur le Beech Jet, donc mon premier jet, ça datait déjà de 10-12 ans en arrière. Je cherche quelqu'un pour diriger, on vient d'acheter un jet, je veux quelqu'un qui dirige cette opération. Je ne veux rien m'occuper, je donne un coup de téléphone pour dire où on va et c'est tout.
Et il me dit que vous seriez peut-être la personne. Je lui ai dit, vous savez, monsieur, moi, je ne sais pas ce que c'est qu'un Falcon, j'en ai jamais vu, mais je peux vous dire ce que c'est qu'un Boeing 747. Et il m'a dit, oui, mais je sais que vous approchez de l'âge limite. Donc peut-être que ça vaut la peine de réfléchir. On a discuté avec Paulette, on s'est dit, bon, de toute façon, il va falloir rentrer. J'ai été voir mon patron, qui était le directeur des opérations, c'est pour vous dire comment sont les Coréens. Et il m'a dit, Captain, chaque oiseau retourne un jour dans son nid. Alors il m'a dit, si vous voulez partir, eh bien je vous laisse partir, malgré votre contrat qui est encore pour une année, je ne sais pas combien, vous pouvez partir, et si ça ne vous plaît pas, vous avez 6 mois pour revenir. Et puis voilà, ben, je suis parti, la larme à l'œil, tout à fait honnêtement, hein, les gens sont venus à l'aéroport me dire au revoir et tout, c'était vraiment bien. Et puis j'ai commencé à voler ensuite mon dernier avion, enfin les 2 derniers avions qui étaient ces Falcon de Dassault qui sont des excellents avions. Il y a du range, on peut aller loin, on fait des choses, mais ça a les avantages et les inconvénients d'une opération privée. L'aviation d'affaires où le pilote doit attendre voilà, ici ou là. Et par moments, on commence à se fatiguer. C'est la raison pour laquelle, après 50 ans, j'ai décidé d'arrêter de voler. Le commandant a descendu l'échelle, mais quelle vie d'exception. Que de souvenirs et d'émotions intenses. L'avion, les jets, se sentent vides, orphelins de celui qui les a fait jouer entre les nuages et les étoiles. Mais en feuilletant le grand livre de Jean-Claude Ruda, nous avons trouvé d'autres chapitres que nous évoquerons lors de notre 3e rencontre. Des vols humanitaires pour la Croix-Rouge, le voyage sur le fleuve au Congo et un moment historique, la rencontre des mercenaires. C'est le 7 juillet 1967. Hein. J'avais posé la veille avec le Beach, le Charlie Echo Yankee là-haut, et j'ai été fait prisonnier, et c'est là où j'ai été obligé de voler avec un autre commandant et Bob Denard jusqu'en Rhodésie. Finalement, on a posé après 7h45 de vol avec l'avion passablement démoli, et puis on n'avait plus de carburant.